Bonjour Bernard Lévy. Bonjour. Alors nous sommes ici à l'université sur le campus de Bar-Ilan en Israël et vous êtes là de passage pour recevoir un titre de docteur honoris causa qui va vous être remis ce soir. Et j'étais présent hier lors de la cérémonie. Je dois dire que le professeur Elis Brésis n'a pas tari d'éloges sur vous. Et ma première question, ce serait sur ça, je suis assez frappé de voir à quel point des gens vous aiment, vous apprécient, vous estiment, et d'autres, au contraire, ne vous aiment pas, pour dire ça comme c'est un euphémisme. Vous avez beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens, il y a eu des livres à charge, il y a eu des articles à charge, et je voulais savoir comment vous expliquez ce déferlement de haine contre vous. Je ne prends pas la peine ni le temps de l'expliquer, pour être franc. Ouais. Donc je n'ai pas de théorie là-dessus, et pas non plus de vraie explication, ça ne m'intéresse pas, étrangement. Oui, vraiment. Oui, ça n'est pas une bravade, c'est la vérité, je m'y pencherai un jour, mais pour l'instant c'est vrai que ce n'est pas le cas, ça me barbe, ça ne m'intéresse pas, les livres à charge dont vous parlez, je les trouvais pas, comment vous dire, il manquait tragiquement de talent, il manquait d'informations, c'était une charge qui était presque bête parfois, vous voyez. Donc ça m'amuse pas. Il n'y a pas des critiques qui vous touchent parfois, venant par exemple d'amis ou de collègues dans le monde universitaire D'amis, une critique venant d'un ami, oui. Je ne sais pas à laquelle vous faites allusion, mais s'il y en a, bien sûr que une critique venant d'un ami, ça m'affecte. Une critique venant de quelqu'un qui n'est pas un ami mais que je respecte, ça me trouble et ça me contrarie. Mais pas... Alors récemment, dans une émission télévisée, il y a l'inénarrable Éric Zemmour qui a sorti une formule selon laquelle vous étiez Barès en Israël et Zola en France. Qu'est-ce que vous ne l'avez pas vraiment répondu Non, parce que je suis Zola en Israël et je ne suis jamais Barès. Ce que je vais répondre. Je suis pas. Pour moi, le sionisme est une idée. Israël est un miracle. C'est pas une question de culte du sang et de culte du terroir. Israël, c'est pas un terroir. C'est tellement. Vous savez, il y a un moment où il y a des critiques qui sont soit si bêtes, soit tellement de mauvaise foi qu'on n'a pas l'envie d'y répondre. Bien sûr. Voilà. Donc Barès en Israël, c'est d'une mauvaise foi, comme Zemmour est un garçon intelligent, c'est d'une mauvaise foi abyssale. Quiconque connaît mon engagement pour Israël sait que ça n'est pas un engagement parisien. Donc parlons un peu de votre parcours. Vous avez vous avez été militant même de l'extrême gauche pendant longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé Quel a été, selon vous, votre déclencheur juif? Parce que bon, vous parlez de la rencontre avec Lévinas, vous parlez de ce voyage en Israël. Vous connaissez bien ce pays, vous le racontez dans le livre, que vous l'avez découvert. En venant ici la première fois, vous racontez que vous avez l'impression déjà de le connaître. Selon vous, maintenant avec un peu de recul, parce que vous avez déjà écrit ce livre-là il y a quelques mois, est-ce que vous pouvez nommer un déclencheur? Vous l'avez dit, Israël, Lévinas, et peut-être un troisième nom, qui est le nom d'Albert Cohen. C'est-à-dire la découverte, mais ça c'est une sorte de génération, c'est pas moi seulement, mais la découverte en creux et en relief d'ailleurs d'un portrait du juif fait par Albert Cohen qui était d'un seul coup glorieux et qui ne ressemblait pas à l'image piteuse développée par les antisémites et leur littérature, c'est-à-dire la littérature française bien souvent, et d'une certaine façon intériorée par les juifs, de ce personnage sans corps, sans chair, sans gloire, qui était le juif de la tradition antisémite, et qui était dans le paysage français. Et qu'un jeune juif des années 30 ou un jeune juif de l'époque de Proust
intériorisé. Il y a eu un événement littéraire en France qui est l'œuvre, la publication du dernier roman d'Albert Cohen, Le Bel du Seigneur, qui d'un seul coup a opéré une sorte de conversion du regard des Juifs sur eux-mêmes et leur a donné une image glorieuse d'eux-mêmes. Et ça a été pour moi un déclencheur important. Et Israël. Si vous mettez bout à bout, ensemble, l'événement intime qu'a été la découverte d'Israël, l'événement philosophique qu'a été la rencontre avec Lévinas, et puis cet événement littéraire qu'a été l'apparition au ciel de la France de ce personnage de Solal, le héros de Bel du Seigneur, les trois ensemble composent les éléments, oui, les ressorts, forment le ressort à eux trois d'un retour. Oui, vous avez dit hier lors de la cérémonie que vous ne faites pas une tchouva depuis l'écriture de ce livre. Vous faites qui veut dire un retour, donc. Vous faites une tchouva depuis 40 ans, 45 ans. Le retour, pour moi, il commence en 1979, quand j'écris Le Testament de Dieu, qui est mon premier livre juif, oui. Commenté et salué par Emmanuel Lévinas à sa sortie, dans un texte qu'il a repris dans un de ses livres, et qui était un vrai livre de retour au judaïsme. Et depuis, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une évolution, une confirmation Oui, il y a eu une évolution, il y a eu surtout un approfondissement. J'ai travaillé depuis le Testament de Dieu pendant 30 ans. J'ai travaillé pas assez. On n'étudie jamais assez. En plus, je ne maîtrise pas l'hébreu, je le déchiffre, mais ce qui est un terrible handicap. Donc, je suis un petit juif. Mais un petit juif qui a beaucoup avancé entre le Testament de Dieu et l'esprit du judaïsme. Et cette part-là de ma vie est devenue très importante. Alors, j'allais vous poser une question, justement, dans ce sens-là. J'essaye de la formuler sans chutzpah. Vous parlez justement de ça, de votre côté juif très prononcé. Vous dites qu'en finalement, ça porte toutes vos actions aussi, donc c'est très fort. Et pourtant, comme vous le dites, vous n'avez pas étudié l'hébreu pas assez. Et vous auriez pu, vous êtes brillant, vous auriez pu apprendre l'hébreu, apprendre en yeshiva. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, comme Benny Lévy a pu le faire? Pardonnez-moi pour cette question, peut-être. Non, mais c'est une question difficile. Pourquoi est-ce que je ne suis pas allé au bout? Je ne sais pas, parce que aller au bout, ça voulait dire tout de même, ça voudrait dire prendre congé de l'Europe. Et j'ai l'impression que ce que j'ai à faire en Europe n'a pas été fait encore. Et vous savez que je défends l'idée d'un judaïsme qui participe, certes, de la rédemption du peuple juif, mais aussi de celle des nations, qui y œuvre en secret, le plus souvent. Je crois beaucoup à ça. Et je crois que ce que j'ai à dire aux nations d'Europe, il m'a fallu le temps de le dire. Alors on verra maintenant ce qui va se passer. Peut-être ai-je dit l'essentiel, on verra bien. Mais je crois que c'est ça qui m'a... Bien sûr que j'ai pensé plusieurs fois, notamment sous l'influence de Benny Lévy, d'ailleurs, dans nos conversations de l'époque, j'ai forcément pensé à prendre le même chemin que lui. Voilà, je ne l'ai pas fait parce que je pensais que mon chemin, ma route n'était pas faite en Europe. D'accord, donc l'avenir nous dira si vous approfondissez dans l'étude. Je me souviens d'un livre, c'est un recueil d'interviews de personnalités auxquelles vous avez participé, vous avez été interviewé sur l'endroit de leur mort, comme ils imaginent leur mort. Et vous avez répondu, je m'imagine enterré en Israël. Est-ce que c'est toujours... J'ai dit ça dans ce recueil dirigé, je crois, par Jérôme Garcin, il y a longtemps. Et puis je l'ai dit autrement dans La Voie de la fiction, dans mon premier roman, publié il y a 30 et quelques années. Le héros du roman, qui me ressemblait à bien des égards, terminait sa vie à Jérusalem. Donc c'est évidemment
une hypothèse que je considère, que j'envisage. Ouais. Alors, je peux vous poser la même question par rapport à Israël. Vous aimez ce pays, vous le connaissez, vous pensez qu'il peut devenir sublime, selon votre expression dans ce livre. Est-ce que vous avez été tenté d'y vivre Oui. 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 Au moment de la guerre des 6 jours? Non, à l'époque non, mais à l'époque j'ai été tenté de m'engager dans Tsahal, ça c'est autre chose. Ouais. Mais je suis tenté d'y vivre parfois, peut-être de plus en plus souvent dans ces dernières années. Mais c'est vraiment, vous savez, comment vous dire, je pense un peu à mon salut personnel, à mon plaisir de vivre, mais je pense aussi à ce que j'ai à faire. Voilà. Si un jour j'avais le sentiment que j'ai plus à faire, que ma voix a plus de portée ici qu'en Europe, là j'envisagerais peut-être de venir vivre ici, où par ailleurs la douceur de vivre serait extrême, et où la familiarité serait grande, et où je sais que je trouverai les marques de mon bonheur. Mais il faudrait aussi ça. Il faudrait aussi que j'ai le sentiment que j'ai dit ce que j'ai à dire en Europe, et que c'est ici que j'ai le plus à dire. De notre point de vue, on ne considère pas Israël comme un endroit de retraite, mais aussi comme une aventure humaine. C'est ce que je veux dire. Mais oui. Mais vivre en Europe est une aventure humaine aussi. Tout à fait. Et c'est de plus en plus difficile, là. Justement, je voulais vous demander, avec la montée du Front National, d'autres populismes également, l'extrême gauche, les mouvements anti-israéliens, vous en parlez aussi. Vous expliquez que l'antisémitisme s'est transformé, qu'il n'a plus aujourd'hui le visage d'un visage des manifestants pro-Gaza qui vont casser des synagogues et qui se font applaudir par Mélenchon. Bien sûr, c'est vrai. Donc vous comprenez que certains juifs français envisagent ou même passent à l'acte et décident de partir, de faire l'Aliyah? Oui, je comprends que des juifs français décident de partir en Israël pour continuer de construire le sionisme. Je comprends moins qu'ils s'avouent vaincus par la petite clique antisémite, qui sont quand même des minables. Des pauvres gens, des pauvres types, des crétins, et qui n'ont pas avec la France le lien d'appartenance que les juifs français ont, qui est un lien très étroit. C'est une des choses que je montre dans le livre, dans l'esprit du judaïsme. C'est cette contribution extraordinairement forte des juifs de France au tissage du tissu national français. J'aime pas le mot d'identité française, mais s'il y a un tissu, s'il y a une intrigue française, une intrigue littéraire, une intrigue politique, une intrigue républicaine, une intrigue intellectuelle, les Juifs y ont pris une part colossale. Une part colossale à la construction de l'Ancien Régime, une part colossale à la Révolution française, une part considérable à la réinvention de la littérature de France avec Marcel Proust, lecteur du Zohar, et une part considérable à l'invention du français un millénaire plus tôt avec l'aventure de Rachy. Bref, les Juifs de France sont chez eux en France. Voilà, ils sont chez eux, au sens où ils ont participé à la construction de la maison commune française. Est-ce que finalement les Juifs qui ont souvent été impliqués dans tous les combats révolutionnaires du monde ne se sont pas toujours trompés? C'est la question qu'on vous pose souvent. Qu'allez-vous donc y faire? Pourquoi vous engager dans tous les combats en Libye, Syrie ou ailleurs dans le monde? Les Juifs étaient dans les révolutions de 1917 par exemple. Ils ont cru à toutes les révolutions. Je pense que c'est leur honneur. C'est leur honneur, même s'ils ont fini au goulag c'est pas forcément leur bonheur, mais c'est leur honneur, oui. Oui, je pense. Vous ne pensez pas qu'il y a des illusions alors, dans tous ces combats? Mais prendre le risque d'être illusionné, en espérant qu'il y a une petite chance qu'on ne le soit pas,
petite chance que ce soit vrai, c'est un beau risque. Moi, je me suis mêlé, vous parlez de la Libye, oui. J'ai applaudi et j'ai un peu contribué à cette révolution libyenne, en sachant que c'était vraisemblablement une illusion. Je le dis à toutes les pages du livre que j'ai consacré à cette histoire. À l'époque, en octobre 2011, c'est-à-dire que c'était mon journal de ces mois redoutables. Donc j'ai écrit au jour le jour et ça a été publié sur l'instant même. Et puis il y a eu un film qui a été publié quelques mois après la chute de la dictature en Libye. Et n'importe quel lecteur de bonne foi verra que j'envisageais absolument que ce puisse être une illusion. J'étais d'une incroyable anxiété, mais il y avait une petite chance pour que ce ne le soit pas, ou que ce ne le soit pas tout à fait. Et de fait, d'ailleurs, je crois que ça n'a pas été tout à fait une illusion, par parenthèse, mais enfin ça, il faudra entrer dans le détail. Ben, cette chance-là, il valait la peine de la courir pour un homme, pour un Français et pour un Juif. Ouais. Donc la limite est très, très floue entre le risque et le... Pardon ? Oui, entre l'illusion et l'aveuglement. Voilà, c'est ça. Il faut toujours garder un canot de sauvetage. Alors vous avez parlé de le principal canot de sauvetage, c'est la lucidité. Voilà. C'est ça le vrai canot de sauvetage. Hein. C'est de rester lucide sur c'est Jonas. Il est lucide jusqu'au bout. Il ne croit pas sur parole les serviteurs du roi Achour qui se couvrent la tête de cendre et le corps de harde en disant nous entrons dans le chemin de la repentance. Il ne croit pas sur parole. Il reste une grande méfiance et une grande lucidité, y compris là-haut sous son quicaillonne. Donc c'est ça le sauvetage. Et puis aussi c'est de retenir sa crédulité. Et alors le doute en permanence et aussi l'esprit du judaïsme. C'est-à-dire, vous avez dit que ça vous a servi de boussole à vous et d'autres. Alors ça, j'ai appris ça parce que vraiment je ne savais pas que peut-être le tournant, c'est-à-dire lorsque la gauche prolétarienne dirigée par Benny Lévy s'apprêtait à commettre des attentats et aussi l'abandon de l'idéal révolutionnaire des Khmers rouges, etc. C'est sans doute par le judaïsme. C'est ce que je démontre dans ce livre, oui, que l'Europe doit... La dernière en date des dettes européennes à l'endroit du judaïsme, c'est probablement ce désenchantement de l'idée révolutionnaire et ce recouvrement de l'idée de révolution par l'idée messianique. Je crois cela, oui. Mais ça, c'est démontré en détail dans le livre. Et vous pensez que la philosophie juive a un rôle à jouer dans le monde actuellement ? Oui. Premier à l'avoir compris d'ailleurs, c'était le plus grand philosophe français, c'est-à-dire Jean-Paul Sartre, dont les derniers écrits disent exactement cela, qu'il voit un avenir glorieux à sa propre œuvre depuis qu'il a découvert la pensée juive, à travers les yeux de son jeune secrétaire qui recommençait de s'appeler Benny Lévy. Et c'est ce que je crois, après lui, que la philosophie juive a beaucoup à dire à l'Europe. Le livre a beaucoup à dire à les livres, aux livres. Et ça passe par les juifs ? Non, pas nécessairement. Non, par la lecture des auteurs. Oui, ça passe souvent par les juifs parce qu'ils sont les plus attentifs, les plus curieux et les plus lucides sur le texte. Mais je peux tout à fait imaginer un rapport au texte juif et un rapport juif au texte juif qui passe par des noachides, de l'étude. Ouais. Et aussi peut-être par l'exemple d'Israël. Est-ce que vous pensez qu'Israël en tant que nation a un rôle à jouer ? Israël en tant que nation a un rôle à jouer dans l'ordre géopolitique, parce que Israël est un pôle de stabilité, dans l'ordre politique, parce que c'est un exemple.
Et dans le rôle spirituel, parce que c'est l'endroit du monde où on étudie mieux. Voilà. C'est tout? C'est pas plus que ça? Si, mais politiquement ou métapolitiquement, Israël est un miracle. Un miracle que je n'ai vu s'opérer nulle part ailleurs, c'est-à-dire l'invention d'une nation du jour au lendemain. Et non seulement d'une nation, mais d'une démocratie. Et non seulement d'une démocratie, mais d'une démocratie qui résiste pendant 69 ans à l'état de guerre. Et non seulement qui résiste, mais qui maintient intactes ses valeurs. Ça, c'est un message qu'Israël adresse au monde entier. À qui veut l'entendre, ce message? Beaucoup ne veulent pas l'entendre. Chez beaucoup, ça décuple davantage encore la puissance de l'antisémitisme. Enfin, à ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, Israël a ce message-là à délivrer. Ce que je suis fier d'avoir fait dans ce livre, c'est pas juste de défendre Israël, car après tout, Israël serait en bien mauvaise posture s'il avait besoin d'être défendu. Non, j'essaie d'illustrer Israël, hein, pas seulement le défendre, illustrer les vertus d'Israël, la gloire d'Israël, ce qui apporte au reste du monde par son existence même. Ça me semble peut-être le plus important. C'est vrai que c'est lié, par exemple, lorsqu'on voit des décisions à l'UNESCO qui nient le rapport du peuple juif avec Jérusalem, ou des choses absurdes comme ça, il faut à la fois défendre, à la fois peut-être raconter et expliquer quel est le rapport. C'est désespérant. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces résolutions Désespérant et scandaleux. D'accord. Merci beaucoup, Bernard. Merci à vous. Et bon séjour. Merci.